L'histoire de Lotus commence en 1952 avec son fondateur Colin Chapman. Sa devise « Light is right » comprenait construire léger. Une philosophie qu'il applique aussi bien à ses Formule 1 qu'à ses GT comme l'Esprit, une véritable icône dessinée par Giugiaro, présentée en 1975. Quand je l'ai vu au début, je dessinais aussi un peu des voitures et c'est tout à fait dans cette forme-là. Je m'étais promis d'en acheter une et c'est chose faite depuis 20 ans. Elle est de 1986, donc 10 ans après la première sortie. Pour Hugues, cette GT est incontournable, y compris en termes mécaniques. L'Esprit embarque un 4 cylindres 2 litres de turbo logé en position centrale arrière. Il développe 215 chevaux et anime un châssis très agile. Il y a toute la puissance qu'il faut à tous les moments qu'on veut. Hein, c'est ça qui est appréciable. Malgré ses dimensions généreuses, l'Esprit reste légère, un peu plus d'1 tonne sur la balance. Une qualité typiquement Lotus. C'est fantastique à conduire, quoi. On se lasse pas. À la fin des années 90, la gamme vieillissante met le constructeur en difficulté. Heureusement, en 96, c'est la naissance d'Elise. Avec ce modèle, Lotus revient aux fondamentaux. Petite, légère, économique, elle va sauver Lotus. Quand je monte dedans, c'est comme si je montais pour la première fois à chaque fois. Je prends toujours autant de plaisir. C'est vraiment c'est un gamin, quoi, voilà. C'est un succès immédiat qui s'explique en quelques chiffres. 725 kg pour une propulsion de 120 chevaux, un moteur arrière, sans oublier un châssis un peu spécial. Il est en alu, collé, et il fait 70 kg. C'est un des châssis les plus rigides qui existent, et c'est vraiment impressionnant. De toute façon, quand on est dedans, c'est vraiment un proto, quoi. Et comme Lotus va toujours plus loin, 3 ans plus tard, grosse surprise avec cette série limitée basée sur l'Elise, un engin absolument radical à mi-chemin entre la voiture de course et l'OVNI. Quand j'en ai essayé une, c'était parti, quoi. Difficile d'en sortir et de voir autre chose. Elle n'a pas de toit, pas de porte et laisse entrevoir ses entrailles. Son nom, la 340R. 700 kg sur la bascule, un moteur central arrière de 177 chevaux, ou comme ici 192 chevaux, et surtout un équipement très minimaliste. Pas de radio, pas de clim, de quoi prendre un grand bol d'air sans aucun filtre. Tout est fait, finalement, pour côté des sensations. Il n'y a rien qui est filtré. On sent la route, on sent le moteur, la direction est relativement précise, ouais. Je pense que tu le ressens aussi. Il y a un vrai côté moto à 4 roues, hein. C'est hallucinant, hein, ce truc-là. Ouais, on sent que la gamelle derrière, elle n'est pas là pour faire de la figuration. Hein. En fait, il n'y a pas plus pur comme voiture. Franchement, à part une Caterham et encore. Ouais. Caterham, non, pardon, excuse-moi. Tu disais Caterham est peut-être un petit peu plus bruyant, mais je suis pas sûr, ça dépend le rapport. Ah, je suis pas sûr. Celle-là, elle est vraiment particulièrement vivante. Esprit, Elise, 340R. Ces 3 modèles typiquement Lotus ont goûté à la même potion magique que la première Lotus homologuée pour la route, la Seven de 1957. La formule magique, c'était la performance et la légèreté avant tout. Et l'accessibilité, c'est une voiture qui n'était pas très chère et qui était performante, hein, parce qu'elle ne pesait rien. Et oui, à peine 460 kg pour une puissance de 40 chevaux. Un poids plume capable d'étonnantes performances. D'ailleurs, elle ne cesse de proposer des déclinaisons plus puissantes, comme ce modèle de 1959 qui a troqué son petit moteur Ford ou Austin contre un rarissime Coventry Climax de 80 chevaux. L'intérêt de cette voiture, c'est qu'elle a ouvert la voie d'une formule qui n'a cessé d'évoluer depuis, tout en gardant les fondamentaux. Voilà. Pour parler de celle-ci, c'est une série 1, une Lotus série 1, parce qu'il y a eu série 2, série 3, série 4. Puis après, elles se sont appelées Caterham lorsque Colin Chapman a cédé les droits à Graham Nearn, qui était le distributeur quasi exclusif pour la Grande-Bretagne. Parmi les constructeurs actuels, c'est sûrement l'un des plus dingues, directement inspiré de la Lotus Seven. 50% nostalgie, 50% modernité et 100% sensation, c'est Caterham.
Alors oui, Caterham, c'est sûrement un des petits artisans anglais les plus connus dans le monde. Pour la petite histoire, Caterham, c'est une ville située dans le comté du Surrey, au sud-est de l'Angleterre, qui a donné le nom à cette lignée de voitures héritée des Lotus 7, qui a arrêté la production de la 7 en 1973. Donc depuis lors, les Caterham perpétuent cette tradition. Les caractéristiques uniques, évidemment, moteur à l'avant, châssis tubulaire, des roues rejetées aux quatre coins de la carrosserie, et puis surtout des caractéristiques poids-puissance assez hallucinantes. Alors regardez, tout se passe ici, dans la salle des machines. Alors c'est très simple, voilà, petit capot alu, hop. Un 4 cylindres Ford de 147 chevaux suffisant pour la propulser de 0 à 100 en seulement 5 secondes. 60 ans plus tard, son secret c'est encore et toujours le poids plume, seulement 540 kg. Et savez-vous d'où vient son nom 275R? Eh bien, il vient de son rapport poids-puissance, 275 chevaux à la tonne. Autant dire qu'on ne se fait pas prier pour aller vérifier ça. C'est le plaisir à l'anglaise avec une voiture légère, maniable, sympa, avec un petit peu de puissance quand même, et puis surtout des sensations en pagaille et même à très faible vitesse. Là, on est à 70 à peu près, on a l'impression d'être à 200 parce qu'on est au ras des pâquerettes, on est vraiment assis par terre et les sensations sont immédiates. Réactivité à 100%, le moteur. Il a un très joli bruit, un très joli timbre. En plus, il envoie, c'est un moteur Ford, mais il est très bien adapté à la voiture. Il est un petit peu modifié, notamment évidemment à l'échappement. Ça donne une combinaison absolument fantastique. Et d'ailleurs, les artisans anglais sont tellement dingues qu'ils ont même fabriqué des voitures à 3 roues. Et oui, il s'agit des Morgan. D'ailleurs, je vous invite à nous retrouver à Paris. On va découvrir une petite brochette de voitures bien sympathique. Nous voici au cœur de la capitale, dans un garage automobile so british. Ici, on bichonne surtout des anglaises, et en particulier des Morgan. La marque automobile centenaire n'a aucun secret pour ses deux dirigeants, Steven et Aurélien. Ils nous présentent une des dernières créations de la marque, un engin curieux nommé Three-Wheeler. Alors, voiture ou moto? C'est entre deux. C'est une moto, une voiture. Tu gardes la sensation de liberté de la moto. Vraiment. C'est-à-dire que quand tu es dedans, il n'y a rien autour de toi. Donc tu es comme à moto, tu es libre. Et en même temps, tu gardes cette sécurité de 4 roues, ou en tout cas d'une voiture. Donc c'est ça que recherchent nos clients. Après, on a aussi des personnes qui sont des motards, qui ont eu un petit peu peur ou un peu moins confiance et qui prennent la 3 roues justement pour se faire plaisir et retrouver ce côté de liberté et de passion que dégage la marque. Un gros bicylindre de moto, une roue arrière motrice, aucune assistance à la conduite, la Three-Wheeler nous fait voyager à l'époque des premières Morgan. On a du mal à croire qu'elle vient juste de sortir de l'usine. Alors comment trouver sensation plus pure qu'à bord de cette Three-Wheeler? Je pense que c'est quasiment impossible. On est vraiment à mi-chemin entre la moto et l'automobile. C'est un espèce de monde parallèle. Alors avec un poids plume qui est nettement sous la tonne et un moteur V-Twin qui développe environ 80 chevaux, je vous garantis que les sensations sont vraiment au rendez-vous. Toute l'ambiance musicale est à l'unisson. Et ça envoie vraiment. On a vraiment l'impression d'être à bord d'un engin d'une autre époque et justement, nous allons retrouver une autre Three-Wheeler, mais celle-ci, elle a 90 ans presque, un siècle. Et vous allez voir, elle se ressemble énormément. Vous le reconnaissez? Eh oui, c'est Didier, le propriétaire de la Lotus 7 de tout à l'heure. En authentique amateur d'anglaise, il est également passionné par les Morgan. Il nous fait découvrir l'un de ses joyaux, sorti d'usine en 1928. Salut Didier. Magnifique. Ah bah t'as la même en fait.
Ouais, quasiment, avec quelques années de différence. Allez, je t'aide à la débarquer. Hein. La méthode n'est pas dénuée de quelques risques, mais on a réussi. Alors, 1928. 1928, donc les prémices du 3 roues, initié en 1909. Incroyable. Et donc le minimum vital, en fait. 3 roues, 2 vitesses, 2 cylindres. Voilà. Combien ça développe à peu près de chevaux, ça Ça fait entre 30 et 35 chevaux. C'est une voiture qui est très vivante, très performante pour l'époque. Très bien. Il faut qu'on aille faire un tour avec les deux. Hein. On va se faire un 0 à 100, je crois, Voilà, quelque chose de bien. 200. Mais pour conduire une Morgane de 1928, il faut revoir obligatoirement ses habitudes. Bon, au point de vue des commandes, c'est un peu atypique parce que l'accélérateur d'abord est à main droite. Ça, c'est le starter et ça, c'est l'avance à l'allumage. On ne sait jamais, 2 précautions, même qu'une en tout cas. C'est bien. Super. La force de Morgane, c'est le côté insolite de ces modèles, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui. D'ailleurs, Aurélien, le distributeur de la marque, en connaît un rayon. Il est venu avec une sacrée surprise, l'une des 100 Morgane Aeromax fabriquées au monde, un bijou dans un superbe écrin, le domaine de Chantilly. Bah dis donc, t'es déjà là? Attends, j'étais hyper prudent, vraiment. C'est vrai? Mais tu sais que là-dedans, j'ai un 4 litres 8 BMW, Ah, c'est pour ça. 370 chevaux, donc 370 là, tu peux pas chevaux. lutter. 370 chevaux. Ah, je savais pas que c'était aussi puissant. Au chausse-pied, hein, comme on dit. Hein. Pile poil. Au chausse-pied. Bon, il y a quand même... On reconnaît BM ici, mais il y a le petit... Ouais, il y a une petite touche Morgane quand La même. petite touche Morgane qui arrive, quoi. Donc d'accord. Ah oui, non, c'est vraiment impressionnant. Hein. Et alors, tu vois, contrairement au Morgane classique que tu connais, là, tu as un châssis complètement alu, mais on garde le côté authentique avec une structure bois. Donc là, le tablier, tu le vois pas, mais ici, il est en bois. Ici, ça, Ouais, c'est un bout et de toute tablier en la bois. structure arrière reste en bois, donc on perd pas l'ADN de Morgane. Elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Tellement belle que tu aurais presque envie de la mettre dans ton salon et juste la contempler. J'aimerais bien faire un tour avec. Ah bah viens, go, on y va. Allez. Allez, monte. Ah, sympa. Ça, c'est magique. Raffinée, puissante et mélodieuse, l'Aeromax est un collector très spécial. Et son V8 allemand, c'est carrément du brutal. Avec un 0 à 100 atomisé en 4 secondes 2, c'est l'une des Morgane les plus performantes jamais produites. Mais finalement, bon, on est beaucoup moins dans la philosophie Morgane avec cette Aeromax. C'est pas la petite voiture légère qui a fait la réputation de la marque. Elle fait une tonne 100, donc ça reste une auto légère, donc il garde quand même cette philosophie-là. Donc l'ADN de Morgane est toujours présent. L'ADN de ces Anglaises, c'est l'authenticité, la sportivité et surtout un sacré grain de folie. Des qualités et même des petits défauts qui nous font chavirer le cœur, que l'on soit nostalgique ou tout simplement amateur d'engins complètement hors normes.